Un mot sur l'origine de cette initiative. Nos collègues Valérie Boyer et Laurent Burgoa, que je salue, ont fait part au président du Sénat de leur inquiétude concernant le devenir de ce territoire à la biodiversité exceptionnelle et au modèle économique fondé sur le bon état des écosystèmes. Le président, dans sa grande sagesse et sachant l'expertise de notre commission en la matière, nous a confié le soin d'assurer l'information du Parlement et plus largement l'information des citoyens sur les défis que le changement climatique fait peser sur le territoire camarguais. Ce sujet peut paraître au premier abord local ou anecdotique, mais ce serait une grossière erreur que de s'en tenir à cette analyse. La Camargue soulève un grand nombre de questions d'importance nationale, au travers de problématiques que rencontrent bien d'autres territoires littoraux, ainsi que des spécificités propres à ce territoire unique au monde. Premier site français d'importance internationale reconnu au titre de la Convention de Ramsar relative aux zones humides et à l'habitat des oiseaux. Or, ce territoire est aujourd'hui menacé par la montée des eaux qui favorise également la salinisation des sols. Ces effets du changement climatique menacent donc les fragiles équilibres d'un savoir-faire et traditions locales. Je pense notamment au rôle original joué par les manadiers, ainsi qu'on appelle les éleveurs de troupeaux libres. La culture du riz, la viticulture et l'élevage de taureaux et chevaux sont ainsi remis en cause par ces évolutions. Plus radicalement encore, l'habitat de plusieurs dizaines de milliers d'habitants est d'ici 2050 concerné par le risque de submersion. Pour répondre à ces multiples défis environnementaux, économiques et sociaux, les forces vives locales sont parvenues à s'entendre dans le cadre d'une organisation efficace et de mécanismes de coopération exemplaires. En Camargue gardoise, un syndicat mixte a été créé en 1993. Il associe les 8 communes du territoire camarguais au conseil départemental du Gard. Nous avons d'ailleurs le plaisir d'accueillir, mais je pense qu'il va arriver, Robert Crost, son président. Dans les Bouches-du-Rhône a été créé en 1970 le parc naturel régional de Camargue, dont nous accueillons le directeur général, Christophe Fonfred. L'acuité de ces enjeux a poussé l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable et le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux à mener une mission conjointe sur cette situation. C'est à ce titre que nous avons convié Bruno Sinotti, coordinateur de cette mission. La Camargue doit aujourd'hui relever un double défi. Il est en premier lieu nécessaire d'anticiper et d'atténuer au mieux les effets du changement climatique sur ce territoire. Ces effets sont de deux types. La Camargue va d'abord faire face à des épisodes extrêmes de plus en plus nombreux et à une multiplication des tempêtes qui s'accentueront dès la prochaine décennie. Ce territoire doit aussi faire face au mouvement plus diffus d'érosion du trait de côte. Répondre à ces deux types de menaces nécessite de nombreux aménagements dont le choix est souvent complexe, à l'aune des connaissances scientifiques disponibles. À titre d'exemple, la construction de digues peut protéger le trait de côte à certains endroits, mais accélérer son recul plus loin. Toutefois, ces efforts d'atténuation risquent de ne pas aboutir au maintien à moyen terme de la Camargue telle que nous la connaissons aujourd'hui. Face à une montée des eaux estimée entre 40 et 70 cm en 2100, il faut également prévoir des mesures d'adaptation. L'épineuse question du déplacement de certaines populations devra sans doute être envisagée dans les scénarios prospectifs. Toute politique ne prenant pas en compte ces faits conduirait à pénaliser ce territoire et ses habitants. Un discours de réalité est donc nécessaire sur cette question. J'aimerais entendre nos invités sur l'articulation de ces deux sujets, l'atténuation des effets du changement climatique et l'adaptation des activités humaines à l'évolution de l'environnement, en partie inéluctable. Il ne s'agit là, bien sûr, que d'une première amorce de réflexion pour engager le dialogue. Après un propos liminaire de 5 minutes pour chaque intervenant, je laisserai la parole à notre collègue Laurent Burgoa pour une intervention liminaire, avant bien entendu la traditionnelle série de questions et de réponses. Je vous donne la parole à nos invités. Qui veut commencer ? Allez-y, monsieur Sinotti. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs les sénateurs.
J'ai donc coordonné une mission qui a pris plus de temps que prévu initialement et qui a bouclé son rapport hier, un rapport qui devrait être transmis très prochainement au ministre commanditaire, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et ministre de la Transition écologique. Donc ce rapport sera normalement assez rapidement disponible puisque nous souhaitons vivement qu'il soit rendu public parce que les rapports qui ne sont pas rendus publics ne présentent guère d'intérêt. J'ai mené cette mission avec 2 collègues. On nous a demandé de ne pas venir à 3. C'est dommage parce que nous avions des points de vue qui étaient convergents, mais pas totalement identiques. Je vais essayer en quelques minutes de vous dire ce que nous avons compris du territoire avec cette modestie de gens qui ne sont pas issus de ce territoire et en même temps de gens qui sont pour l'essentiel de leur vie en région parisienne, donc un peu éloignés des enjeux qui se présentent sur ce territoire. C'est d'abord un territoire compliqué, je ne vous l'apprendrai pas, et ça nous a été résumé par un Camarguais sous ce résumé qui me paraît tout à fait réaliste. La Camargue est un territoire naturellement artificiel. C'est un territoire qui a depuis longtemps été aménagé par les activités humaines et donc un certain nombre d'équilibres ont été atteints et ces équilibres sont actuellement en difficulté du fait de l'évolution des événements. C'est également un territoire compliqué dans la mesure où il est découpé par l'histoire. Il y a une Camargue du côté des Bouches-du-Rhône, il y a une Camargue du côté du Gard et il y a entre les deux le Petit Rhône, l'un des bras du Rhône et il y a entre les deux un certain nombre d'événements historiques qui ne les ont pas toujours rapprochés. Ensuite, c'est un territoire menacé. Votre président vous le rappelait. Alors, nous sommes partis sur une hypothèse un tout petit peu plus difficile, qui est l'hypothèse du scénario dit tendanciel du GIEC, scénario qui envisage une montée du niveau de la mer en Méditerranée de 60 à 102 cm d'ici 2100. Or, la Camargue est pour la majeure partie de son territoire à une altitude inférieure à 1 mètre. Vous imaginez tout de suite quel est le télescopage entre cette élévation progressive du niveau de la mer et la réalité altimétrique du territoire, auquel j'ajouterais mais on ne peut pas rentrer dans le niveau de détail nécessaire, que comme la Camargue des Bouches-du-Rhône, à l'intérieur du delta, entre les 2 bras du Rhône, n'est plus alimentée par les alluvions, elle a tendance à s'enfoncer, ce qui aggrave encore le problème altimétrique. La Camargue est menacée par quoi? Historiquement, elle était menacée surtout par le Rhône et donc par les eaux douces. Maintenant, elle l'est encore et le système d'endiguement a encore son utilité. Il l'a encore montré lors des dernières grandes crues du Rhône, mais elle est surtout menacée par l'eau salée de la mer de diverses façons. Troisièmement, la Camargue est un territoire équipé au sens ministère de l'équipement du terme, puisque depuis longtemps, en tout cas depuis Napoléon III, un système d'endiguement a permis de réduire considérablement les impacts des grandes crues du Rhône sur ce delta camarguais. Et d'autre part, il a été équipé, dans une moindre mesure, de digues à la mer qui ont réduit l'impact des submersions marines. Donc, d'une certaine mesure, le territoire était adapté historiquement aux contraintes qu'il connaissait. Le souci, c'est que ces contraintes sont en train d'évoluer, ça vous a été rappelé par votre président, et elles évoluent d'une façon qui ne peut pas forcément être traitée uniquement par les solutions qui ont été mises en œuvre par le passé. Ces contraintes, elles sont de différentes natures. La première, c'est la contrainte de salinisation par la mer et par le dérèglement climatique, parce qu'on voit très bien comment l'eau de mer peut apporter du sel dans les terres, par-dessus, en cas de submersion, par-dessous, avec la pénétration de plus en plus à l'intérieur des terres de ce qu'on appelle le biseau salé. Mais on néglige également le fait que le dérèglement climatique amène un déséquilibre beaucoup plus important que par le passé entre des précipitations qui diminuent et une évaporation qui, elle, augmente et fait d'une part de moins de précipitations et d'une plus grande chaleur. Donc on aurait besoin d'apporter à la Camargue, pour y préserver un certain nombre d'activités, notamment 2 activités agricoles majeures que sont d'une part la culture, riziculture ou viticulture, et d'autre part l'élevage, toutes les manades dont l'existence vous était rappelée et qui constituent un élément important de l'image touristique de la Camargue. Pour tout cela, on aurait besoin d'apporter plus d'eau douce, de préférence gravitaire, parce que les coûts de l'énergie ne vont pas aller en diminuant et que ce n'est pas en pompant dans le Rhône de l'eau douce qu'on va arriver à traiter le problème de la Camargue. Donc ça remet en cause d'une certaine manière la façon dont sont organisées les digues et la possibilité éventuelle d'ouvrir des brèches dans les digues ou en tout cas de manœuvrer des ouvrages dans les digues pour faciliter les écoulements gravitaires. Deuxième phénomène,
c'est le phénomène d'érosion. Alors, on parle souvent d'érosion du trait de côte, mais parler d'érosion du trait de côte, c'est ne parler que de la surface. Or, il y a également une érosion en profondeur. Les fonds marins sont en train de s'éroder dangereusement, en particulier au droit de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer. Et c'est évident que s'il y a des ouvrages de défense à la mer qui peuvent être faits pour les deux communes les plus menacées, celle des Saintes-Maries-de-la-Mer et celle du Grau-du-Roi, ces deux communes ne peuvent pas être protégés à n'importe quel prix. Le quoi qu'il en coûte, nous savons ce sur quoi ça peut déboucher. D'autant que nous avons une fâcheuse habitude en France de toujours raisonner en termes d'investissement et d'oublier qu'une fois qu'on a construit un investissement, il faut l'amortir et le provisionner, en provisionner le renouvellement. Et donc, autant les structures actuelles permettent éventuellement de financer l'investissement, autant, et vous le lirez dans notre rapport, nous nous interrogeons sur la capacité du CIMADREM, le syndicat de gestion des digues, à financer l'entretien ultérieur des digues qu'on aurait reconstituer. Ça pose un vrai problème de nature budgétaire. La troisième menace, c'est la menace de submersion. Elle a été évoquée. Ces submersions, du fait de l'élévation du niveau de la mer et éventuellement du fait des événements météoriques plus intenses, seront de plus en plus fréquentes et surtout pénétreront de plus en plus loin à l'intérieur des terres. Une cartographie du BRGM qui est disponible sur Internet met en évidence que la pénétration des laisses de plus hautes eaux à l'intérieur de la Camargue pourrait concerner 80% du territoire de la Camargue d'ici 2100. Or, il ne vous aura pas échappé, si vous connaissez un petit peu le fonctionnement du domaine public maritime, qu'au fur et à mesure qu'avancent les laisses des plus hautes eaux, les propriétés privées deviennent publiques sans indemnité. Une mauvaise solution, ce serait des digues. Ce serait une mauvaise solution en ce sens que... Alors, de digues à la mer, pardon. Ce serait une mauvaise solution en ce sens que créer un pôle d'air sursalé, parce qu'à l'intérieur, derrière les digues, il n'y aurait plus assez d'eau, il y aurait toujours autant d'évaporation, on stériliserait encore plus rapidement l'espace à l'intérieur des digues, et donc ça nécessite vraiment de se poser la question de ce qu'on veut exactement. La deuxième chose, c'est que face à cette progression des submersions marines, il peut difficilement être question d'autre chose que d'un retrait, un retrait progressif, un retrait de préférence programmé et non subi. Et donc, je vous renvoie pour cela à un rapport qu'avaient fait des collègues sur l'érosion du trait de côte, mais qui envisageait toutes ces questions de submersion marine, rapport de 2019, qui détaillait assez bien les possibilités. Enfin, un événement qui est lié aux autres, mais qui est un événement qui doit être traité séparément, c'est bien l'élévation du niveau de la mer. Cette élévation du niveau de la mer, j'ai commencé à vous en parler, il a un effet destructeur de valeurs, puisque d'un seul coup, des valeurs qui sont des biens privés deviennent du bien public, et je le répète, sans indemnisation. Et donc, il y a nécessité de s'interroger d'un point de vue économique, d'un point de vue fiscal et d'un point de vue social sur la façon dont on va partager cette perte de valeur. Il y a plein de certitudes sur ces différents phénomènes. Il y a une énorme incertitude et c'est celle qui paralyse un certain nombre d'actions, c'est le calendrier. Personne ne peut dire si la montée du niveau des mers, si l'aggravation des submersions marines, si la multiplication des événements de tempêtes va aller rapidement en s'aggravant ou qu'on aura une augmentation progressive. Ce qui est certain, c'est qu'on a choix entre deux attitudes. Louis XV, après moi le déluge, mais on sait ce que Louis XV a apporté comme malheur à la France, ou gouverner, c'est prévoir. Donc nous pensons, et nous essayons dans le rapport que nous avons fait, qui est stabilisé dans son écriture depuis hier et qui sera transmis très prochainement aux deux ministres, nous pensons qu'il faut prévoir et que c'est comme ça que nous gouvernons collectivement, collectivité territoriale au premier chef et bien évidemment collectivité nationale en solidarité avec les collectivités territoriales. Voilà, Monsieur le Président, j'espère avoir rapidement, dans le délai qui m'était imparti, posé le décor de ce que nous avons compris de la Camargue, mais il y a sûrement des imprécisions, des inexactitudes, et nous sommes là pour entendre les questions qui vont nous être posées. Merci à tous. Merci, Monsieur Sinotti. Je vais donner la parole maintenant à Monsieur Fonfred. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Laissez-moi vous remercier déjà pour l'honneur que vous faites au Parc de Camargue en m'invitant. Donc je ne vais pas reprendre les éléments qui ont déjà été exposés. La Camargue, pour parler de la Camargue, en fait, je voudrais insister là-dessus, il faut parler de tout le bassin versant du Rhône. La Camargue, c'est le débouché du Rhône, et donc tout ce qui se passe dans le Rhône avant, a un impact direct sur la Camargue. Donc ça, c'est vraiment une idée qu'il faut avoir en tête. On ne peut pas gérer la Camargue, qui est vraiment
au bout de 800 km, le Rhône, c'est 800 km, 810 km de longueur, c'est un bassin versant de 100 000 km². Tout ce qui est fait dans le bassin versant du Rhône, quelque part, va se retrouver au fil de l'eau dans la Camargue, que ce soit en quantité de l'eau, que ce soit en crue, en vitesse, en qualité de l'eau, etc. Et ça, c'est vraiment extrêmement important parce que ça explique aussi peut-être les tensions sur le terrain que certains Camarguais peuvent ressentir, puisqu'ils se sentent un petit peu vraiment tout en bas d'une montagne où l'eau débaroule sur eux et ça peut générer un sentiment d'impuissance sur place. Et c'est vrai qu'il faut qu'on ait une vision globale du système. Moi, de formation, je suis ingénieur agronome et quand on lutte, par exemple, contre l'érosion, il ne faut pas que la vitesse d'une goutte d'eau dépasse 10 mètres par seconde. Et donc, vous commencez à lutter en haut du bassin versant, parce que si vous faites un barrage, une plantation en bas, elle est embarquée parce que l'eau arrive à toute vitesse. Donc en fait, il faut travailler en haut. Quand vous avez travaillé en haut, petit à petit, vous descendez jusqu'en bas. Et c'est comme ça que vous arrivez à lutter. Et donc, pour la Camargue, c'est exactement la même chose. Il faut commencer, en fait, il faut vraiment avoir cette idée du Rhône en tête. Il faut commencer, ça se joue tout le long du Rhône, en fait. Pour que dans l'embouchure du Rhône, puisque c'est les Bouches du Rhône, le département, c'est pas par hasard. Donc dans l'embouchure du Rhône, ça soit plus facile à gérer, on puisse gérer les aléas climatiques qui ont été décrits plus facilement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important, et notamment par rapport aux sédiments. En fait, le territoire camarguais est un territoire très mouvant, c'est un espèce de tapis roulant, où la mer, depuis des millénaires, des centaines d'années, emmène les sédiments, effectivement, creuse, les écarte. Mais en même temps, le Rhône amène des millions de tonnes de sédiments. Et donc, il y a un équilibre entre les départs et les apports de sédiments depuis des centaines d'années. Et cet équilibre, aujourd'hui, il est rompu. Il est rompu parce que le Rhône a été aménagé, les forêts ont été replantées dans les bassins versants, et c'est une bonne chose, vous ne me ferez pas dire que c'est une mauvaise chose, bien sûr, mais ça a des conséquences. Les barrages, très en amont dans le Rhône, ont des conséquences sur la Camargue, etc. Et donc, il faut qu'on ait une réflexion globale, en fait, sur l'ensemble du système. Aujourd'hui, effectivement, il y a une érosion du trait de côte, ça a été décrit, il y a une montée du niveau de la mer, etc. Mais ce qui se joue aussi, c'est qu'en fait, on n'est même pas tellement certain qu'il y ait plus d'érosion qu'avant. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il y a moins d'apport sédimentaire. Et donc, ce déséquilibre-là, il existe aujourd'hui. Alors, on ne va pas non plus remettre en branle tous les sédiments du Rhône, mais il y a peut-être des idées et des solutions à creuser à ce niveau-là. Ça a été décrit aussi, donc je vais pas y revenir non plus, mais je voudrais insister sur donc effectivement le niveau de la mer monte. La Camargue, c'est un triangle. Vous avez une digue qui arrête le Grand Rhône, vous avez une digue qui arrête le Petit Rhône, et au sud vous avez la digue à la mer. C'est un jardin, ça n'a rien de naturel au sens où c'est pas la nature qui l'a créé, c'est l'homme qui l'a créé, ce sont les hommes qui l'ont créé. Et donc on est dans un système complètement artificialisé, dont l'homme a complètement pris en main la destinée. Et en fait, c'est là où on a quelque chose de très particulier. L'homme a réussi à créer, alors au nord, effectivement, je dirais un jardin à la française, c'est-à-dire de la riziculture, quelque chose d'assez ordonné, et au sud, plutôt un jardin à l'anglaise, avec des manadiers, des taureaux et des marais, etc. Mais tout ça est complètement le fruit du travail de l'homme. Et quelque part, l'homme peut en être fier, puisqu'il a créé ce qu'on appelle maintenant des zones naturelles, tellement, quand vous êtes sur le terrain, vous avez l'impression que c'est naturel, parce que c'est vrai, la nature est là, les oiseaux sont là, la biodiversité est là, mais c'est le fruit du travail de l'homme. Et c'est le fruit du travail de l'homme, c'est le fruit du travail des agriculteurs aussi. C'est ça qui est extrêmement intéressant, parce qu'on est dans un territoire où l'agriculture et la nature sont complètement imprégnées, et en fait, le naturel, je vais essayer de ne pas être trop long, le naturel, donc qui est plutôt près de la mer au sud du delta, en fait est nourri par le nord, qui est la riziculture, qui en fait va pomper de l'eau dans le Rhône, de l'eau douce, et cette eau douce ensuite elle va descendre dans les milieux naturels et les nourrir aussi. Il faut bien comprendre que l'eau agricole, c'est à peu près autant que toute l'eau de la pluviométrie chaque année. Et donc on a c'est complètement imprégné, et ça aussi c'est intéressant parce que les Camarguais sont
sont toutes des experts en hydraulique. C'est très étonnant quand vous allez sur le terrain. Hein, tout le monde sait comment gérer les apports d'eau, alors que c'est extrêmement complexe. Et donc, il y a un vrai savoir-faire sur place. Il y a un vrai savoir-faire. Sur les outils, alors je vais revenir sur les outils, on va dire techniques, par rapport à la montée du niveau de la mer. Il y a des outils qui sont bien techniques et dont on connaît bien les défauts, qui sont la protection en dur. C'est-à-dire, vous faites une digue, chaque fois que vous faites une digue, ça creuse dessous, ça creuse sous les côtés, etc. Donc ça peut être une solution à certains endroits, pas forcément à d'autres. Après, vous avez ce que certains disent, mais ça ne s'appelle pas lutter, c'est-à-dire on laisse faire. On laisse la mer rentrer et puis tout ça va se dépatouiller. Il faut comprendre qu'il y a quelques centaines d'années, la mer remontait jusqu'au nord du Vacarès, c'est-à-dire la moitié du delta actuel était sous la mer. Est-ce que c'est ce qu'on veut en termes de développement et en termes de protection de la biodiversité? Pas forcément. Ensuite, il peut y avoir des outils qu'on ne connaît pas encore. Et là, il y a quand même un rôle pour la recherche. C'est-à-dire l'un des sujets dans la montée de la mer, c'est en fait l'énergie qu'apportent les vagues. Et cette énergie, si on peut la casser, l'absorber avant qu'elle arrive, au moment où elle arrive sur le rivage, elle va avoir un impact bien plus faible à niveau constant. Et donc, il y a des choses qui se font alors, dans d'autres endroits, hein, mais par exemple des récifs coralliens qu'on va mettre en avant de plage dans les outre-mer français, qu'on va mettre 100 mètres ou 200 mètres avant les plages, etc. Je pense c'est un territoire où il y aurait moyen peut-être d'aider à chercher des solutions nouvelles qui peuvent être fondées sur la nature ou pas, pour essayer de trouver des choses qui soient moins impactantes que les digues. Ensuite, il y a l'eau douce. Donc mon voisin l'a bien déclaré. Donc vous avez ce triangle complètement artificiel. Vous avez la mer qui est au sud et qui en fait, la mer ne s'arrête pas à la digue à la mer, elle rentre par-dessous. Et en fait, le jeu depuis 150 ans, c'est sur cette eau de mer, vous avez une lentille d'eau douce. Et c'est dans cette lentille d'eau douce que vous allez cultiver. Et suivant la profondeur de cette lentille d'eau douce, si la lentille d'eau douce fait 1 mètre ou 50 cm, parce que des fois on en est là, vous allez faire du riz. Si la lentille d'eau douce, vous avez réussi, soit parce que vous êtes un tout petit peu plus haut, à 1,50 m au-dessus du niveau de l'eau, soit parce que vous avez mis beaucoup d'eau, vous allez pouvoir faire un peu de blé. Si vous avez encore un peu plus d'eau, vous allez essayer de faire de l'arboriculture, voire du vin. Et suivant la montée en fait de l'épaisseur de cette lentille d'eau, ça va impacter directement les cultures. Et si vous ne maîtrisez pas votre profondeur de cette lentille d'eau, qui est pour grande partie artificielle, la culture que vous avez, tout d'un coup, vous ne pouvez plus la faire. C'est-à-dire que vous avez réussi à maintenir depuis 50 ans suffisamment d'eau pour faire de l'arboriculture, et puis là, vous n'y arrivez plus. Soit parce qu'il ne peut plus assez, soit parce que vous ne mettez plus assez d'eau du Rhône, soit parce que la mer monte, soit parce que les trois. Et là, vos arbres, ils meurent. Et là, après, c'est compliqué. Donc, sur la manière de lutter, pour ne pas revenir sur les aspects techniques, il y a des forces vives en Camargue. Il y a des gens qui ont une vraie compétence. C'est un territoire extrêmement résilient. C'est-à-dire qu'il y a 150 ans, en Camargue, c'était du mouton, des chasseurs. Et puis, tout d'un coup, tout a changé. Le xylophthéra a tué tous les vignobles ailleurs. Et en Camargue, on a fait du vin partout. Et il y a des gens qui ont bâti des fortunes et qui ont bâti des exploitations énormes. Maintenant, dans tous les masses, moi j'habite dans un mas en Camargue, comme dans tous les masses, il y a l'ancienne cave à vin, en fait. Et aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de vin. Parce que la situation a encore changé et la plupart des gens maintenant font du riz. Et on est sur une filière qui, pour être à peu près à minima rentable, doit tourner à 15 000 tonnes de riz par an. Donc c'est un système qui n'est pas résistant, mais qui est résilient. C'est-à-dire c'est un peu comme le roseau de Camargue. C'est un système qui a su s'adapter, mais avec des changements extrêmement profonds. C'est pas un territoire où vous pouvez être résistant parce que la force de l'eau va vous briser. C'est pas le chêne, c'est plutôt le roseau. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'encourageant. Et dans ce cadre-là, si je peux me permettre également, le rôle de l'APA qui est juste fondamental.
Alors le riz en France, c'est la Camargue. Et donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu. C'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à défendre, puisque c'est un cas particulier. Donc évidemment, la lisibilité n'est pas forcément là. Mais vous voyez, pour lutter, par exemple, je vous dis, suivant la profondeur de la lentille d'eau, vous pouvez faire que du riz à certains endroits. Si vous avez assez d'eau, vous allez pouvoir faire du riz bio avec des rotations avec du blé, avec d'autres choses. Et donc, vous allez pouvoir avoir une qualité de l'eau en sortie qui va être bonne et vous allez pouvoir l'envoyer dans les milieux naturels qui dépendent de l'eau de l'agriculture sans problème. La difficulté, c'est que le bio, vous ne pouvez pas le faire partout. Parce que si vous avez une lentille d'eau vraiment très mince, vous pouvez faire que du riz, vous ne pouvez pas faire de rotation culturelle. Et là, si vous ne pouvez pas faire de rotation culturelle, vous n'en sortez pas en agriculture bio, puisque vous êtes obligé de faire du traditionnel. Donc aujourd'hui, la surface agricole utile de la Camargue, elle est déjà à 35% en bio. C'est quand même quelque chose de considérable. C'est aussi une piste de solution pour désaliniser les étangs, puisque les étangs qui sont au sud, donc avec la mer, etc., on a besoin de cette eau agricole, on a besoin de la remettre dans le milieu naturel. Et donc, il y a un enjeu sur la qualité de l'eau. Et donc là, c'est vrai que des aides qui seraient orientées sur des pratiques culturelles, pas forcément bio, parce qu'il y en a d'autres qui sont intéressantes aussi, mais qui sont forcément un peu moins rentables. C'est vrai que là aussi, il y a d'autres endroits où on peut agir pour essayer d'aider le système à résister, à s'adapter. Et en termes de science aussi, je pense que c'est un endroit pour la science, effectivement, c'est un laboratoire du changement climatique. On est aux premières loges. C'est le plus grand delta de la Méditerranée. Et je pense qu'il y aurait vocation à avoir un renforcement. On a beaucoup de sciences privées sur la zone, ce qui est bien, ce qui est très bien. Mais on a besoin aussi d'une science, je dirais, institutionnelle, avec une réputation d'indépendance totale vis-à-vis des uns et des autres, qui permettent d'objectiver le débat au maximum. Voilà, donc il y a effectivement des pressions très importantes, mais je pense qu'il y a aussi des sources d'encouragement ou de voilà. Et un dernier mot pour dire que les Camarguais sont aussi. On réussira pas sans eux. Je suis pas Camarguais, mais on réussira pas sans eux. Et donc il y a aussi un volet très très important en termes d'explication. Donc ça, c'est le rôle d'un parc naturel régional, mais ça demande aussi des moyens et un investissement profond. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi d'écouter leur diagnostic à eux, parce qu'ils ont peut-être aussi des solutions auxquelles on ne pense pas forcément nous-mêmes. Monsieur le Président, j'étais trop long, veuillez m'en excuser. Merci. Bienvenue, Monsieur Crost. Je vous donne immédiatement la parole ou je donne la parole à notre collègue Laurent et vous reprendrez après, comme vous voulez. Vous n'avez pas le temps de vous reposer. D'accord, complètement. Tout à fait. Allez-y. Merci, Président. Salutations à toutes et à tous. Excusez mon retard. Donc, je suis auprès de vous en tant que président du syndicat mixte de la Camargue gardoise et prêt à participer, donc, je l'espère, avec des contributions utiles à votre réflexion. Je salue mon sénateur Denis Boide, ainsi que Vivette Lopez et M. Burgoa, ici présents, que j'ai plaisir à retrouver. Laurent, est-ce que tu veux un peu la parole? Juste, Président, tout d'abord pour remercier le président Larcher et vous-même d'avoir pris, j'allais dire, le taureau par les cornes du sujet Camargue, qui est cher aux sénateurs des deux départements des Bouches-du-Rhône et du Gard. Et le Gard est particulièrement bien représenté ce matin avec mes deux autres collègues. Bien sûr, saluer Robert Crost, le président du syndicat mixte de la Camargue gardoise. Oui, on a souhaité, pour vous faire un peu l'historique, c'est vrai que c'est une discussion, comme il nous arrive entre nous, avec Valérie Boyer, où on a évoqué le sujet de la Camargue. Et pour tout vous dire, mes chers collègues, c'était un sujet qui a préoccupé l'Assemblée nationale. Et il nous semblait à l'un et à l'autre que le Sénat, Chambre des territoires, devait également se préoccuper de ce territoire qui est un des emblèmes de la France et sur lequel il faut que tous ensemble nous ayons une réflexion pour son avenir. Alors c'est vrai que c'est un territoire où la biodiversité est magnifique, c'est un territoire aussi, et vous l'avez rappelé les uns et les autres, où
l'agriculture est très présente, que ce soit en termes d'élevage, mais aussi en termes de riziculture et viticulture, en sachant que quand même, pour ces deux domaines, que ce soit la riziculture et la viticulture, il y a quand même une diminution forte en matière de riziculture, avec des dangers, mais c'est des sujets que nous avons, discussions que nous avons eues encore récemment ensemble à travers des projets de loi, tout comme la viticulture, pour votre information, et je parle sous le contrôle du président Crost, qui connaît bien ce sujet-là aussi, c'est des centaines d'hectares de vignes qui disparaissent du cause de la salinité des sols. Et puis, la Camargue, c'est aussi pour nous un lieu touristique et un lieu de développement économique incontournable et sur lequel c'est aussi un label pour nos deux départements, un point important. Et moi, je me réjouis, et je tiens à remercier le président Longeau et l'ensemble des administrateurs de la Commission de développement durable d'avoir pris très rapidement le sujet, de vous avoir proposé cette table ronde, parce qu'il est important que le Sénat ait cette réflexion et que je sais qu'après cette table ronde, il sera certainement envisagé dans quelques mois également une visite sur place, parce qu'il est important que le Sénat ait aussi une réflexion, en sachant que l'État est présent. On est aussi un lieu où des fois nous critiquons l'État, mais moi je tiens à dire que, je vais parler pour le Gard, notre préfète du Gard est très mobilisée sur le sujet, aux côtés, puisqu'elle a donné, ça me permettra, Président, si vous me le permettez, de renvoyer la balle au président Crost, puisque c'est le syndicat mixte de la Camargue gardoise qui a été missionné par la préfecture du Gard pour suivre ce projet-là. Et je crois que ce qu'il faudra, et on n'est pas en période de vœux, je terminerai par là, c'est que même si on est sur deux départements différents, sur deux régions différentes, il faudra dans l'avenir que nous travaillions ensemble dans une coopération avec des entités différentes qui sont le syndicat mixte de la Camargue gardoise et le parc régional, mais il faudra qu'on ait une vision globale dans tous ces domaines-là si on veut sauver notre Camargue. Merci. Monsieur Crost. Oui, Président. Donc, président du syndicat mixte de la Camargue gardoise qui a pour vocation de la gestion des espaces naturels sensibles et, comme le disait le président Burgoa, qui a aussi un rôle d'assemblier, comme on a l'habitude de le dire, c'est-à-dire de mettre autour de la table, et c'est, je pense, une force de ces syndicats animés par les élus en proximité, accompagnés de leurs parlementaires, de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs. Et dans les situations que nous vivons, c'est sans doute un élément fondamental du rôle que jouent les syndicats mixtes sur les territoires. Face à des enjeux, l'enjeu étant clair sur ce territoire comme dans bien d'autres, celle du dérèglement climatique et du réchauffement climatique, avec des effets déjà perceptibles, notamment sur la montée progressive du niveau de la mer, puisque en 30 ans, ce sont 7 cm de plus qui ont été observés, et on nous demande de nous projeter, vous le savez, à 30 ans, 50 ans et 100 ans. Permettez-moi aussi de dire que je suis président délégué de l'ANEL, Association nationale des élus du littoral, et je rencontre cet après-midi Yannick Moreau, le président maire des Sables d'Olonne, et vous le savez à quel point l'association aussi est mobilisée, même si elle a posé un recours sur l'ordonnance, considérant que les textes devaient être mieux travaillés pour sécuriser juridiquement et accompagner la responsabilité des élus du littoral sur cette question de la montée du niveau de la mer. En Camargue gardoise, premièrement, la pression de la mer, elle est perceptible par l'avancée du biseau salé et le déséquilibre entre l'eau douce, l'eau saumâtre et l'eau salée, au bénéfice de l'eau salée aujourd'hui, qui impacte, comme l'a dit le sénateur et comme les élus et parlementaires ont pu l'observer, d'abord l'agriculture, car vous le savez, la Camargue, elle est le fruit de la main de l'homme qui, au fil des années, a drainé et géré l'eau, et aujourd'hui avec un impact perceptible, notamment sur le vignoble, puisque les 3000 hectares d'un vignoble valorisé, en passe de devenir AOP Sable de Camargue, a vu 300 hectares disparaître complètement sous le coup du sel.
Et puis, c'est un déséquilibre des milieux. Le pâturage, notamment, les prairies, avec ces élevages emblématiques que sont l'élevage du taureau de Camargue, qui est aussi un AOP, et du cheval, et de la biodiversité. Pour vous donner un exemple, sur le centre découverte du Scamandre, que j'ai l'honneur de présider, nous avons là, sur les roselières du Scamandre et du Charnier, les sites, les habitats les plus remarquables d'Europe sur les hérons, 5 espèces de hérons, parmi les plus remarquables d'Europe. Ces milieux sont totalement menacés et de disparition. La salinité atteint la roselière aujourd'hui et cet habitat naturel est en train de disparaître. Et avec ça, au-delà du fait de la biodiversité, c'est tout un paysage, toute une attractivité, toute une culture qui est menacée. Donc c'est pour cette raison que nous devons nous mobiliser. Alors bien entendu, on est dans un temps très particulier, on l'a bien compris, avec une ferme volonté de maîtriser nos acquis, mais aussi la responsabilité de regarder l'avenir, qui n'est pas très encourageant, hein, même si à travers les politiques d'accélération sur donc l'énergie et la biodiversité, nous devons, nous l'espérons, maîtriser au mieux l'augmentation de la température et donc l'impact sur les milieux, l'augmentation du niveau de la mer. Eh bien, malgré ça, nous voulons conserver au mieux nos acquis en étant dans l'intelligence aussi de l'adaptation, mais pas de l'abandon. Pas de l'abandon. Il est une notion qui est celle de la libre évolution. Nous entendons bien qu'il y a des points qu'il serait inutile d'absolument défendre, mais il y a des points sur lesquels nous voulons être mobilisés, même si c'est dans une adaptation dans des pas de temps. Je pense que 30 ans, 50 ans, 100 ans, c'est une bonne intention dans le pas de temps, mais nous ne voulons pas être soumis à ce qui pourrait être vécu comme un abandon. Voilà sur l'esprit général des choses. La gestion de l'eau est fondamentale. La gestion de l'eau, elle est fondamentale, c'est la gestion, bien sûr, du fleuve Rhône. Donc ça, c'est le fleuve Rhône est l'élément, le fleuve qui amène l'eau douce sur ce territoire, mais pas que. Fleuve Vidourle, fleuve aussi, rivière comme le Vistre. Ça nous renvoie à la question relative à la GEMAPI, gestion des milieux aquatiques, prévention des inondations et submersion marine. La communauté de communes Terre de Camargue, dont je suis président, abonde annuellement en frais de fonctionnement pour les structures EPTB et syndicats mixtes Cimadrem, 900 000 € par an. Donc il y a un poids aussi sur ces collectivités et je pense qu'il y a une réflexion aussi à mener sur ce point. Donc voilà, beaucoup de choses en même temps, je le conçois, mais notre attachement, nous élus, et d'ailleurs on s'est mobilisé, syndicat mixte de la Camargue gardoise, pour obtenir le renouvellement du label Grand Site de France que nous avons obtenu et dont j'ai bien reçu la lettre du ministère de l'écologie pour nous dire qu'on était labellisé. Donc voilà les enjeux de notre territoire et merci de m'avoir invité pour pouvoir ici devant vous les exprimer. Merci à vous. Je vais donner la parole à votre voisin, à mon collègue Bruno Belin. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour votre exposé. J'ai l'impression, et je reprends votre expression, M. Zanotti, nos premières loges du changement climatique, ça a été employé par l'un de vous. J'ai l'impression qu'on est sur... Là, un cas concret, montée des eaux, risque de submersion avéré. Je reprends là aussi les propos qui ont été tenus avec la hausse de la salinité, baisse factuelle de l'économie, de la pêche, de l'agriculture, face à ce cas concret, avec derrière, et vous l'avez rappelé, et je pense que c'est peut-être un autre élément de la gravité du sujet, des déplacements de population qui sont à la clé. On parle de 50 000 logements d'ici 2100. Donc, on est aussi sur un cas d'école dans la gestion de l'eau.
En clair, là, la Camargue, ce qui vous est présenté, ce qui nous est présenté, c'est peut-être le début du jour d'après. C'est un cas d'école, c'est un cas d'espèce exceptionnel et extraordinaire auquel nous devons faire face. Est-ce que, à votre connaissance, situation en termes de gravité peut-être mesurée, est-ce qu'il y a d'autres situations similaires ailleurs? Qui veut répondre? Si on sort de la Camargue, est-ce qu'il y a, vous connaissez des situations? Je pense que c'est un sujet qui effectivement est important sur la Camargue, mais c'est un sujet aussi qui doit nous interpeller. Je pense notamment au territoire d'outre-mer, hein, un département d'outre-mer où on commence à avoir le même souci, le même problème. Et puis derrière, avec cette population, cette immigration environnementale, hein, qui effectivement se fera. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Merci de votre question, Monsieur le Sénateur. Situation similaire ailleurs, oui et non. Situation similaire, évidemment, partout où on est en bord de mer, puisque l'ensemble de la masse d'eau océanique va monter, avec des rythmes de montée, avec des effets qui ne sont pas forcément identiques en mer Méditerranée et sur la façade océan Atlantique, mais le résultat final est le même. Et en même temps, pas forcément en situation similaire, parce que vous rappeliez à juste titre que le CEREMA a fait une évaluation très grossière et qui nécessite d'être affinée sur une cinquantaine de milliers de logements qui sont menacés par la montée du niveau des mers à l'échelle de 2100. D'autres estimations sont moins dramatiques. La chance et la malchance de la Camargue, c'est que, ça a été rappelé par plusieurs des intervenants, la Camargue est effectivement essentiellement composée de milieux naturels et agricoles. Et donc, en termes de population menacée, ce ne sont pas plusieurs dizaines de milliers d'habitants en Camargue, ce sont très concrètement les habitants de la commune du Gros-du-Roi et les habitants de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, éventuellement les implantations humaines de la commune de Port-Saint-Louis au débouché du Grand Rhône. Donc en termes de bâti habité, la Camargue est dans une situation plutôt plus favorable que d'autres portions du littoral où au contraire on a eu une concentration de bâtis habités sur un linéaire très important. Donc, oui, il y a tout autour du littoral français, de métropole et d'outre-mer, il y a des situations qui sont de même gravité au regard de l'élévation du niveau de la mer, mais qui ne sont pas forcément de même gravité quant aux enjeux de destruction de valeurs foncières que j'évoquais tout à l'heure dans mon propos. Oui, tu demandais la parole. Vas-y. Oui, toi. Ouais. Gilbert, prends le micro. Je suis sénateur du département des Deux-Sèvres. Donc, dans les Deux-Sèvres, nous avons le Marais Poitevin, qui est donc la deuxième grande zone humide de France. Et je vous ai écouté avec intérêt, je vous prie d'excuser mon retard, mais j'ai écouté ce qui a été dit à l'instant sur les problématiques que vous rencontrez. Alors, les problématiques du Marais Poitevin sont différentes à certains égards des vôtres, mais pour autant, tout ce qui est le maniement des eaux, la mise en place de la GEMAPI, avec des différences là aussi, sont des préoccupations qui sont communes. Et peut-être le plus, c'est sans doute chez vous également la même chose, le plus complexe, c'est la multiplicité des acteurs de ce territoire. À tous les niveaux, administratifs, syndicats de propriétaires, relations avec le mouvement environnemental, relations avec le monde agricole. Et donc, nous avons beaucoup de points communs. Nous n'avons pas le problème que vous avez eu avec la montée des eaux maritimes. Le dernier acte qui a été marquant sur cette côte de l'Atlantique, c'était la tempête Cynthia, qui effectivement, sur l'île de Ré notamment, et sur une partie du littoral, avait occasionné des dégâts importants. Mon collègue Didier Mandeli, qui, dans le département de la Vendée,
connaît bien également le Marais poitevin, pourra en témoigner. Donc, je souhaiterais personnellement que, puisque nous avons également sur cette zone humide un parc naturel régional, grand site de France, que nous puissions nous rapprocher pour évoquer, je ne sais pas si ça a été fait, j'ai autrefois siégé au sein du conseil d'administration du parc naturel régional, ça n'est plus le cas, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à comparer et qu'une rencontre entre les structures de ces deux grandes zones humides serait quelque chose d'intéressant. Je me permettrai de vous contacter, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, pour que nous puissions en discuter. Merci Gilbert. Je vais peut-être continuer à donner la parole à Monsieur Bouard. Merci, Président. Deux choses. Je pense que les explications qui ont été données sur la gestion de la Camargue gardoise en particulier, parce que je suis sénateur de ce département, sont importantes. On a dans ce territoire-là des efforts financiers qui ont été faits depuis de nombreuses années maintenant. Je pense notamment au département du Gard qui a acheté des hectares, des milliers d'hectares dans ce secteur géographique. Je pense au conservatoire du littoral qui a acheté lui aussi des milliers d'hectares. Tout ça a été confié en gestion au syndicat mixte de la Camargue gardoise que préside notre ami Robert Coste. Et il y a tout un effort qui est fait là pour maintenir une activité économique sur ces territoires, effectivement, autour du taureau de Camargue. On est tout à fait d'accord, autour d'agriculteurs, autour d'éleveurs qui, sur ce territoire gardois, qui est un territoire quand même difficile, où la gestion de l'eau, vous l'avez dit, vous l'avez répété, est assez compliquée, assez problématique d'ailleurs, et il est important de faire en sorte qu'on les conserve. Vous avez parlé de riz. Je crois que le riz, aujourd'hui, on a besoin d'un plan fort sur le riz parce que effectivement c'est quelque chose qui permet de faire baisser la salinité des sols. On a perdu beaucoup de dizaines d'hectares ces dernières années pour une question de conjoncture économique et de rentabilité du riz. Il y a des expériences qui ont été menées, je me souviens de cette expérience qui a été menée il y a quelques années quand j'étais à l'époque président du département, où nous avons accompagné un riziculteur à faire du riz bio avec une expérience où il mettait des canards pour désherber le riz au milieu. C'était assez rigolo, mais ça fonctionne. Faut-il encore que là, on puisse, dans le cadre d'un revenu qui soit décent pour ces mêmes agriculteurs, leur permettre d'avoir des primes, parce qu'ils ne sont pas bénéficiaires de primes PAC, où les primes PAC qui leur sont données ne sont pas à la hauteur des enjeux qu'il faudrait qu'elles soient. Je pense que nous partageons cette analyse. Voilà. Il y a des primes PAC, monsieur, mais il y a primes PAC et primes PAC. Si vous voulez, on peut en parler pendant des heures. Moi, j'habite un département où les primes PAC, c'est aléatoire. Mais donc, on peut en parler tant que vous voulez. Mais pour autant, je pense que c'est une culture qu'il faut continuer à développer. Après, nous sommes dans un secteur géographique dans cette Camargue où il y a les différents intervenants qui ont des, comment dirais-je, des intérêts qui sont complètement différents. Effectivement, il faut permettre à ces agriculteurs qui sont sur le territoire d'y vivre, mais il faut aussi permettre à ce que l'eau du Rhône, qui permet de faire baisser cette salinité des sols, puisse être utilisée, beaucoup plus utilisée que des prélèvements beaucoup plus importants que ce qu'il en est aujourd'hui. Sachant que dans le même temps, le débit du Rhône a fortement baissé ces dernières années et que la salinité de la mer remonte dans le Rhône. Donc nous sommes dans un problème qui est extrêmement complexe, extrêmement difficile à régler. Pour autant, je pense que le président Robert Coste l'a dit, l'AOP de Camargue en termes de vin est quelque chose aujourd'hui, c'est une AOP qui va voir le jour et qui est un produit de qualité. Mais je pense que là aussi, il y a l'Istel quand même qui est concerné. Et quand Robert dit il y a 300 hectares de vignes qui sont mortes de problème de la salinité des sols, moi j'ai des chiffres qui sont beaucoup plus importants. Donc aujourd'hui, je pense que nous devons prendre conscience effectivement que le problème de la submersion marine, et vous l'avez très bien expliqué, Monsieur le Président, en nous disant qu'effectivement, c'était quelques villes qui étaient concernées, ce n'est pas la Camargue en général qui était concernée par ce problème en termes de population, mais nous avons besoin effectivement, dans un département comme le nôtre, cette activité touristique qui est non négligeable au Grau-du-Roi, et qui est importante pour nous, mais aussi de préserver ce milieu naturel qu'est la Camargue, parce que en termes de biodiversité, ça a été dit, je le répète, c'est un endroit exceptionnel. Voilà. Je vais donner la parole à notre collègue Calvet. Merci, Monsieur le Président. D'abord, féliciter l'initiative qui a été prise par Laurent et que vous avez relayée, Président, et merci à tous les intervenants. Moi, je voudrais élargir un peu le débat parce que je me souviens très bien,
j'étais enfant, quand Pierre Racine est venu dans tout le Languedoc-Roussillon construire la Grande Motte et puis toutes les stations jusqu'au Barcarès. Aujourd'hui, nous sommes, nous, dans une situation très compliquée au niveau de l'eau. Vous l'avez précisé, notamment les Pyrénées-Orientales, cette année, sont dans une situation dramatique, critique, dramatique. Et tout à l'heure, le sénateur parlait des prélèvements de l'eau sur le Rhône. J'ai interrogé la directrice de l'agence de l'eau. Les prélèvements sur le Rhône, faudra peut-être pas trop y compter parce que, un, le débit a baissé, deux, il y aura bientôt 40% de prélèvements déjà sur le débit existant. Donc, non, mais il est de chez vous. Il y a un aqueduc qui a été fait jusqu'à Narbonne. À l'époque, les Catalans, moi, j'en faisais pas partie puisque je commençais ma vie politique et j'ai été tout à fait d'accord pour pouvoir réaliser cet aqueduc qui devait fournir de l'eau jusqu'à Barcelone, hein, et donc à l'époque, dans les Pyrénées-Orientales, on a dit pas d'aqueduc parce que on ne veut pas que les agriculteurs de l'autre côté en Catalogne puissent produire des fruits et légumes, etc., etc. Bon, donc je ne vais pas revenir sur ça, mais je dis simplement que pour nous, la problématique de l'eau, elle se pose sur l'ensemble du pourtour méditerranéen. Elle se pose pour l'alimentation en eau potable. Elle se pose pour faire en sorte que le biseau salé n'entre pas dans les territoires, hein, et parce que la nappe n'est plus alimentée. Comme la nappe n'est plus alimentée, le biseau salé, il rentre petit à petit. Hein, voilà. Et je dis que bon, ça c'était ce qu'avait fait Pompidou avec Pierre Racine. Heureusement, il y a eu Philippe Lamour à qui il faut rendre hommage, qui a su à un moment donné utiliser l'eau du Rhône. Mais pour l'avenir de nos populations du pourtour méditerranéen, pour l'avenir de notre économie et de notre tourisme, c'est un moment dramatique qui se prépare. Parce que soit il y aura des déserts, soit il y aura, au-delà des problèmes de submersion marine, mais il y aura un moment où ça ne fonctionne plus. Je ne sais pas quelle est la solution. Et peut-être que ce qu'on pourrait proposer dans notre commission, c'est de voir comment on peut proposer un grand plan dans le pourtour de la Méditerranée pour l'alimentation en eau, pour la lutte contre le biseau salé, pour faire en sorte que ces territoires ne soient pas, dans les années à venir, des déserts. J'exagère peut-être aujourd'hui, mais pas tellement pour nous, en tout cas. Hein. Voilà, donc je pense que ça peut être une proposition ou peut-être une étude qui peut être faite, qui mérite en tout cas tout l'intérêt en matière d'aménagement du territoire pour nous. Voilà. Merci, chers collègues. Je vais donner la parole à Jean-Claude Anglade. Merci, Président. D'abord, je voudrais moi aussi me joindre au fait, remercier les sénateurs du Gard et Laurent d'avoir amené ce débat ici, finalement, et puis reprendre ce qui a été dit donc à la fois par François et par Gilbert. J'avais deux questions en fait. On voit bien là qu'on est autour d'une construction humaine, ancienne mais humaine. Donc, et j'avais une question simple finalement, comme nous sommes entourés de 3 digues, si j'ai bien compris. Il y a un territoire au milieu, mais c'est la question de Gilbert, comment s'organise la gouvernance par rapport au problème. Voilà, c'était pour moi un sujet fondamental. Quand il y a une crise, il faut qu'il y ait une gouvernance qui se mette en place. Et j'imagine que ce n'est pas simple, puisque vous avez bien décrit les différents enjeux. Je me dis des fois que sur le ZAN, vous êtes à l'avance, finalement. C'est un autre débat que nous avons ici. Vous savez, les zones artificialisation nette, il faut arrêter les constructions. Donc vous êtes à l'avance malgré vous. C'est une boutade ce que je fais. Mais en tout cas, sur la gouvernance, ça me semble essentiel et je comprends que ce ne soit pas simple. Et puis j'avais une autre question sur les enjeux à venir. C'était par rapport à la PAC. Mais alors, Denis en a parlé. Monsieur le directeur, vous avez évoqué des pistes. Et, pardon, moi je suis sénateur de l'Aveyron. Et il y a un sujet qui nous inquiète beaucoup, c'est le dernier rapport de la Cour des comptes qui vient d'être produit, de la Cour des comptes, qui s'intéresse aux vaches. Voilà, pardon. Et donc, on imagine bien que par rapport à la politique agricole commune, il faudra proposer de nouvelles choses. Et alors, vous avez évoqué des sujets, alors je ne sais pas quels sujets, à quoi vous pensez, etc. Connaissant un peu le sujet, voilà, je me demandais quelles sont les idées que vous aviez sur ces questions-là. Voilà, c'est un peu précis, mais c'est ce que je voulais savoir. Merci.
Merci, monsieur le sénateur. Merci, monsieur le sénateur, pour la question. Je voudrais juste dire un mot sur les habitations, etc., que j'ai noté dans le débat. Effectivement, ce qui était intéressant à voir aussi en Camargue, c'est que quand il y a une inondation, les anciens masses ne sont pas inondés, en fait. Nos anciens construisaient, comme par hasard, sur les bourrelets alluvionnaires. Et en cas d'inondation complète de la Camargue, les seuls endroits qui ne sont pas inondés sont les anciens masses des Camarguais. Donc il y a certainement des choses dans ce domaine à creuser. Effectivement, il y a des points fixes, il y a certainement des points fixes à défendre et d'autres sur lesquels on doit reculer de manière aussi intelligente que possible, tout en gardant en lien effectivement le rapport, et je viens à votre question, monsieur le sénateur, entre la biodiversité et l'agriculture. Ce qui est vraiment particulier en Camargue, et bon, j'ai fait d'autres postes ailleurs, notamment en Outre-mer, etc. Donc je connais assez bien le réchauffement climatique un peu partout. Mais ce qui est particulier en Camargue, c'est cette imbrication en fait entre l'agriculture et la biodiversité. C'est-à-dire l'un nourrit l'autre. La biodiversité nourrissant elle-même le tourisme, donc aussi une autre activité humaine. Et si on n'a plus d'agriculture, en tout cas dans le delta, parce que c'est vrai que la Camargue, c'est pas seulement l'île de Camargue, c'est aussi les deux côtés du Rhône, du Grand Rhône et du Petit Rhône, qui eux sont bien sûr pas endigués de la même manière. Mais si on pense à cette imbrication, etc., soutenir l'un, ça peut être vraiment un territoire d'expérimentation où soutenir l'un soutient l'autre, où on n'est plus dans l'opposition un peu manichéenne entre agriculture et biodiversité. L'élevage, par exemple, puisque vous parlez de l'élevage, effectivement, on parle d'un élevage très très extensif, avec un taux de chargement à l'hectare très très faible, avec des troupeaux qui en plus ont un rôle. C'est-à-dire que le parc naturel régional, on est nous-mêmes opérateurs, on gère les terrains du conservatoire, on gère 8000 hectares pour le conservatoire, ce qui n'est pas sans poser question, puisque ça nous rend aussi acteurs. Mais en tout cas, les manadiers avec lesquels on signe des baux, etc., sont des gens dont les troupeaux vont entretenir l'espace, en fait, vont laisser des prairies accessibles, vont empêcher la prolifération d'un certain nombre d'herbes qui ne sont pas forcément une bonne chose pour la biodiversité. Donc cet élevage-là, monsieur le sénateur, je connais évidemment l'impact de l'élevage sur le réchauffement climatique, il a effectivement un impact. Mais dans ces endroits-là, fait de cette manière-là, je pense que peut-être que l'impact positif peut excéder, au moins égaliser les impacts négatifs. Donc après, comment on aide? On ne va pas rentrer dans la mécanique budgétaire maintenant, je pense, mais et de la même manière, la riziculture faite de manière correcte contribue aussi à remettre de l'eau dans le Vacarès. Le Vacarès, c'est l'étang central en plein milieu du delta. Cet étang dont l'enjeu, en fait, est le sel. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le sel, c'est la taux de sel dans l'eau, donc la salinité, mais aussi c'est le stock de sel au fond du Vacarès. Donc le Vacarès, c'est 15 000 hectares de mémoire, et donc c'est un lac salé. Et aujourd'hui, on estime qu'il y a 3 à 4 millions de tonnes de sel au fond du lac, qu'il n'y avait pas il y a 10 ans. Et il y a un moment, ça va tuer la biodiversité. Si ça continue, si on continue à rajouter 1 million de tonnes de sel tous les 3-4 ans. Faire du riz correct en maîtrisant les effluents, soit parce qu'on fait du bio, soit parce qu'on a des pratiques culturales adaptées, soit parce on est en train de tester sur toute une partie du delta, donc des techniques pour avoir des bassins de rétention qui permettraient aux molécules de partir, afin de se briser avant qu'on évacue l'eau dans le Vacarès. Toutes ces techniques-là employées en même temps, il n'y a pas de solution magique, sinon on l'aurait trouvé. Il faut faire plein de choses en même temps, en fait. Et je pense que, oui, l'agriculture, elle a un rôle, et je pense qu'elle mériterait cette agriculture-là d'être un peu plus soutenue pour ces raisons-là. Oui. Merci. Saluer le directeur du parc, donc
d'une part, et répondre à votre question sur la question de la gouvernance, hein, qui est essentielle. Donc, vous l'avez compris, la Camargue bucco-rhodanienne avec le parc régional de Camargue et le syndicat mixte de la Camargue gardoise. La Camargue bucco-rhodanienne qui est maintenant, depuis Arles jusqu'à Port-Saint-Louis-du-Rhône et jusqu'au Petit-Rhône, dans finalement le périmètre qui a été dessiné par ce Rhône protégé et endigué. Et puis la Camargue gardoise qui est plus à l'ouest. Nous avons au Grau-du-Roi Port-Camargue une ancienne branche du Delta. On en avait parlé lorsque vous êtes venu m'auditionner au Grau-du-Roi dans le cadre de la commission. Cette partie donc qui est plus peuplée, un petit peu plus peuplée que la partie bucco-rhodanienne. Donc là, le syndicat mixte de la Camargue gardoise. Dans les deux cas, implication dans ces structures des élus. Pour la Camargue gardoise, l'ex-président Bois d'en parlait tout à l'heure, le conseil départemental a un rôle essentiel puisque il est le contributeur avec les communes, mais le contributeur majeur des frais de fonctionnement du syndicat, avec un bon niveau d'implication des élus locaux. Réellement, je le préside aujourd'hui en tant que conseiller départemental du Gard. Bien entendu, la région est présente par rapport donc à ces politiques publiques sur les zones naturelles, hein, également. Relation permanente avec les DDTM, les DREAL. Et puis, il est un outil que nous souhaitons animer. On en a parlé avec la présidente Agnès Agius-Petit, donc dans les Bouches-du-Rhône, qui est la réserve de biosphère de Camargue qui embrasse le périmètre de ces deux Camargues à travers lequel cet outil, on voudrait animer, notamment un observatoire de la salinité, c'est un des éléments. Je mets l'accent sur le fait que cet outil, réserve de biosphère, n'a pas de réelles ressources financières et que c'est donc souvent sur les ressources des syndicats ou des parcs et du temps de travail pris sur les agents de ces structures que l'on peut animer cela. Donc voilà un élément que je voulais vous donner. En tout cas, très prochainement, la conférence des maires va se réunir à l'échelle de la réserve de biosphère et on aura autour de la table les élus gardois et bucco-rhodaniens. Je crois que c'est un point important. Je vais insister et revenir sur la question de la riziculture et de la gestion de l'eau. Et nous avions interpellé nos sénateurs sur la question du coût de l'électricité pour les pompes qui sont actionnées par les ASA. Donc, vous le savez, les ASA jouent un rôle déterminant, certes pour l'agriculture, mais aussi pour le réessuyage en cas d'inondation. Et là, les ASA sont dans un équilibre extrêmement précaire par rapport à l'augmentation du prix de l'énergie. L'idée étant peut-être de travailler sur un prix, entre guillemets, encadré préférentiel pour les ASA. Donc on avait fait cette suggestion parce que quand on rencontre aujourd'hui le président des ASA en Camargue gardoise, il nous dit « j'ai les moyens d'actionner mes pompes pendant 3 heures. Au-delà, nous n'avons plus les moyens. » Donc voilà, c'est un point quand même qui me paraît crucial et important pour moi à vous livrer, vous, parlementaires, dans cette enceinte. Merci. Bien, s'il n'y a plus de questions, je vais libérer nos intervenants. Oui, Didier. Oui, merci, Président. Je vais prendre la parole puisque la Vendée a été citée. Moi, je suis effectivement sénateur de Vendée, département qui a été, comme les Charentes-Maritimes d'ailleurs, meurtri par la tempête Xynthia. La Camargue, que je connais un peu, pour être allé, entre autres, récemment pour l'Assemblée Générale de l'Annelle au Grau-du-Roi, et puis, voilà, à titre personnel également, concentre en fait tous les sujets que ne connaissent pas d'autres départements, d'autres régions, en dehors du fait qu'effectivement sur le Marais Poitevin, 2 départements, 2 régions administratives, donc on connaît un peu et 3 départements, oui, et 2 régions, donc on connaît un peu la complexité. Moi, ce que je vous suggère, alors parce que je ne sais pas si ce sera fait, mais sous l'égide du Conseil national de la mer et du littoral, la ministre a créé un comité national du trait de côte
auxquelles je participe, entre autres avec Yannick Moreau, le président de l'ANEL, au titre du Sénat en tant que président du groupe maire et littoral. Et donc, je suggérerais que ce rapport que vous avez transmis puisse être regardé de près dans le cadre de cette instance, et puis qu'on puisse éventuellement, on va voir avec l'ANEL et éventuellement le groupe maire et littoral et la commission, on a prévu un déplacement, mais qu'on élargisse un petit peu les invitations, entre guillemets, pour vraiment appréhender, parce que pour moi, c'est plus qu'un laboratoire. Quand on parle à la fois de l'érosion du trait de côte avec l'élévation des niveaux de la mer et le risque de submersion marine, qui ne sont pas les mêmes sujets, même s'ils sont étroitement liés, mais je pense qu'on pourrait se servir de la Camargue comme un support, hein, passez-moi l'expression, vraiment intéressant, comme le disait Bruno également. C'est vraiment le cas d'école sur les enjeux qui sont palpables et mesurables dès aujourd'hui. C'est pas demain ou dans 100 ans, c'est dès aujourd'hui. Voilà une suggestion, Monsieur Sinotti. Je ne sais pas si c'était prévu, mais en tout cas qu'on puisse bénéficier de ce travail. Je vais donner aussi la parole, parce que je m'excuse, parce que je n'ai pas vu quand Joël Préville avait sollicité la parole. Et puis vous répondrez, et après je donnerai la parole à notre collègue Blanc, et puis vous répondrez aux 3 questions. La parole est à Madame Préville. Merci Monsieur le Président, merci à nos intervenants sur ce problème évidemment si crucial qu'on va devoir affronter. Et j'ai une première question. Est-ce que, puisque ailleurs dans le monde, il se passe évidemment des phénomènes similaires, alors peut-être que le delta du Rhône est particulier, mais est-ce que, puisque de la riziculture, il y en a ailleurs dans le monde, est-ce que vous êtes déjà penché sur la question pour regarder les éventuelles solutions qui pourraient être apportées? J'ai une question sur la qualité de l'eau. Est-ce que la qualité de l'eau a beaucoup changé? Est-ce que vous avez vu des évolutions par rapport à cela? Sur la baisse du débit du Rhône, puisqu'elle est actée, est-ce que vous voyez que cela vient du changement climatique très globalement, ou bien des installations qui ont été faites récemment sur le Rhône et du questionnement qu'on pourrait avoir sur ces installations? Vous avez parlé des investissements sur les digues. Et j'ai cru comprendre que ce serait compliqué parce que ce serait très coûteux. Et quels seraient très globalement les futurs scénarios d'adaptation? Est-ce que vous avez parlé de triangle? Est-ce que ce triangle devrait se déplacer un peu vers le nord? Est-ce que c'est déjà envisagé que, bien évidemment, comme l'eau va monter, qu'il y ait d'autres zones qui seraient le futur delta du Rhône? Enfin, je ne sais pas. Est-ce que ça, parce que vous n'en avez pas parlé. Et puis également sur... alors, vous avez parlé aussi des anciens mas qui sont sur des bourrelets d'alluvions. Est-ce que les communes, les villes du Grau-du-Roi et Sainte-Marie-de-la-Mer, quelque part, seraient quand même protégées parce qu'elles seraient un peu au-dessus et pourraient rester telles qu'elles sont, comme lieu touristique peut-être, je ne sais pas. Et voilà mes questions. Et sur la population, dans ce qui est au nord de ce triangle, est-ce qu'il y a une population, parce que pour le coup, moi je ne connais pas bien, est-ce qu'il y a une population importante qui serait impactée également par le déplacement en quelque sorte de ce delta? Voilà. Je vais donner la parole à Étienne Blanc et puis après à nos intervenants pour répondre. Étienne. Oui, merci Monsieur le Président. Étienne Blanc, sénateur du Rhône. Entre les Lyonnais et les Camarguais, il y a depuis 1711, je ne dis pas un litige, mais une sorte d'incompréhension, puisque à l'occasion de la grande crue de 1711, le roi et ensuite le régent avaient décidé de taxer les Lyonnais pour financer les digues de la Camargue. Voilà. Mais je voudrais vous rassurer, tout ça est prescrit et en tout cas, l'incompréhension politique est aujourd'hui réglée. Non, moi j'avais une question. L'endiguement du Rhône, tous les travaux qui ont été faits, notamment par la CNR, ont diminué les cours alluvionnaires sur la Camargue. Mais il en existe toujours, ne serait-ce que quand les barrages sont purgés. Je parle de Génitia et puis ensuite tous les barrages subséquents. En même temps, nous avons une augmentation du niveau de la mer. Est-ce que vous avez quelques chiffres pour nous dire ce qui compense quoi? C'est-à-dire ce qu'on gagne par l'alluvionnaire et qu'on perd par le niveau de la mer. Est-ce qu'aujourd'hui tout ça c'est chiffré? J'imagine que ça ne peut pas être chiffré au mètre carré près, mais
Est-ce qu'il y a quelques études prospectives sur ce sujet-là? Et s'il y en a, quelles sont sur la biodiversité les conséquences que l'on peut essayer d'en tirer par anticipation? Qui se lance en premier? Merci beaucoup pour cette salve de questions. Vous avez toute la journée devant vous, je crois. Plus sérieusement, je vais essayer d'y répondre très factuellement. Ailleurs dans le monde, oui, y compris sur le bassin méditerranéen, nous avons pris le temps de faire un peu de comparaison, de parangonnage, et nous avons observé ce qui se passait sur les deltas du Pô et de l'Èbre. Le delta du Pô était d'autant plus intéressant que c'est une grande zone risicole italienne. Ça a soulevé deux questions. D'abord, les mêmes attitudes de déni dans les populations, ce qui pose un vrai problème. Et on est complètement dans le après-moi, le déluge, donc sur lequel j'ironisais tout à l'heure. Et en ce qui concerne le delta du Pô, ça amène des comparaisons qui ne sont pas toujours très flatteuses sur la façon dont la France met en œuvre la politique agricole commune, puisqu'il semblerait, c'est à vérifier, mais vous avez peut-être plus d'informations que nous, puisque moi je suis au ministère de la Transition écologique, pas au ministère de l'Agriculture, il semblerait que la façon dont la France met en œuvre la PAC par rapport au riz soit beaucoup moins favorable que la façon dont l'Italie et dans une moindre mesure l'Espagne le font. Le président du Centre français du riz, dans son rôle syndical tout à fait honorable, nous disait que ça pouvait aller du simple au double quand on rapportait l'aide à l'hectare. Ça pose vraiment question. Néanmoins, notre collègue du ministère de l'Agriculture au sein de la mission n'a pas souhaité qu'on en fasse une recommandation. Ailleurs dans le monde, la seule chose que je pourrais vous dire, c'est que toutes les zones basses sont menacées dans le monde entier. Il y a des deltas qui ont des ampleurs bien plus dramatiques que le delta de la Camargue et avec des concentrations de population également dramatiques. Je pense en particulier au Bengale, Bangladesh en termes politiques. Le delta du fleuve, alors je suis désolé, je ne suis pas toujours très bon en géographie, mais le delta du fleuve qui forme toute la partie sud du Bengale et depuis déjà des années et encore plus actuellement inondé très régulièrement. Et là, ce sont des déplacements non pas de milliers ou de dizaines de milliers de populations, mais des déplacements de millions de populations. Et les gens qui lisent les rapports du GIEC s'intéressent particulièrement aux conséquences sociales et sociopolitiques de ces déplacements de millions de populations qui sont évidemment un énorme déséquilibre pour la géopolitique mondiale. Je ne m'engagerai pas plus. Sur la qualité de l'eau, j'espère que vous pourrez lire rapidement notre rapport. Nous nous sommes interrogés à la fois sur la qualité de l'eau qui arrive dans le Rhône, parce qu'elle n'est pas, ce n'est pas une eau pure venant directement des sources d'Évian. Et donc, il y a une charge non négligeable en polluants. Elle est acceptée par les professionnels agricoles. Elle est beaucoup moins bien acceptée par les gestionnaires des grands espaces naturels qui sont à l'aval des bassins agricoles. En particulier, le gestionnaire de la réserve naturelle nationale du Vacarès voudrait qu'on lui apporte de l'eau pure et serait prêt à prendre directement de l'eau un petit peu polluée du Rhône pour ne pas avoir la charge en pesticides qui lui arriverait des zones cultivées par la riziculture. Je pense qu'il y a un vrai sujet dans la mesure où les uns et les autres n'ont pas su se mettre d'accord sur un observatoire de la qualité de l'eau à l'entrée du Vacarès. Et ça fait partie des questions que nous nous posons dans ce rapport. Sur la baisse du débit du Rhône par rapport au changement climatique, il est évident que la fonte de plus en plus rapide des glaciers des Alpes va probablement baisser le niveau du Rhône, mais surtout avoir un effet beaucoup plus dévastateur sur l'agriculture, qui est qu'actuellement le Rhône a un régime nival, un régime glacio-nival, et donc que son étiage est soutenu par les fontes glaciaires et retardé au mois de septembre. Or, nous observons ces dernières années que l'étiage du Rhône intervient de plus en plus tôt et qu'il va bientôt intervenir au moment précis où la température et la climatologie rendent l'eau la plus nécessaire pour les productions agricoles. L'un des problèmes principaux de l'irrigation, c'est que les agriculteurs souhaitent irriguer au moment où la nature n'apporte pas d'eau. Le Rhône, jusqu'à présent, fournissait cette eau précisément à ce moment-là. Ce sera de moins en moins le cas. L'étiage du Rhône continuera à s'avancer en saison et bientôt, au mois de juillet, voire dans la pire des hypothèses, mais là, il n'y a pas d'études qui l'étayent sérieusement, mais il faut quand même se poser la question, au mois de juin, et à ce moment-là, on aura un énorme problème, puisque la priorité des priorités, c'est l'eau potable, la deuxième priorité des priorités, c'est le refroidissement des centrales électronucléaires, et que s'il reste de l'eau, il faut en laisser un tout petit peu dans le fleuve pour qu'il continue à avoir un minimum d'effet et qu'il ne devienne pas un oued dans sa partie basse. Donc ça remettra en cause très probablement l'utilisation de l'eau du Rhône par
par l'activité agricole, quels que soient les traités qui ont été faits à une époque où on pouvait se permettre de réserver une part de l'eau du Rhône à l'agriculture. Le cas échéant, vous pouvez sur ce point consulter le rapport public sur le projet eau HAUTS de Provence rhodanienne, dans lequel nous avons envisagé que pour les 20 prochaines années, il y aura encore de l'eau pour financer des projets d'irrigation qui seraient immédiatement rentables dans le nord du département du Vaucluse et le sud du département de la Drôme, mais qu'en revanche, au-delà de 20 ans, il ne fallait pas compter sur l'eau du Rhône pour pouvoir rentabiliser ces projets. Troisième question que vous avez posée, la question des investissements, c'est une question générale de gestion des équipements publics. Nous sommes un pays qui fonctionne beaucoup à base de subventions sur les investissements, parfois de prêts à taux zéro sur ces équipements, mais qui oublie toujours qu'une fois qu'on a construit un investissement, il faut amortir cet investissement et il faut en provisionner le renouvellement. Oui, on passe du budget d'investissement d'un seul coup au budget de fonctionnement. Nous savons tous combien les budgets de fonctionnement sont tendus malheureusement, et c'est un des points que nous avons observé sur le CIMADREM, largement financé par les dispositifs de subvention pour reprendre un certain nombre de digues et y faire des travaux importants. Nous avons observé, et le directeur du syndicat nous en a donné acte, que le syndicat serait dans l'impossibilité totale d'amortir les équipements en question. Et on ne peut pas fonctionner en investissant tous les 100 ans massivement et en laissant ensuite les choses se dégrader tranquillement, faute de capacité de financement. Donc c'est ça le vrai sujet. Au passage, comme c'est aussi ma spécialité, c'est exactement le même problème avec les fameux réseaux d'eau potable sur lesquels, grâce au système des agences de l'eau, les collectivités territoriales ont pu investir, mais ont oublié de respecter la M14 et d'amortir et de provisionner les équipements en question, et du coup reviennent redemander des subventions d'équipement. Ça pose un problème. Vous avez ensuite parlé de l'extension du triangle camarguais. Si le Rhône baisse en débit, ne serait-ce qu'un peu, et si la mer monte, oui, il y aura peut-être des refaçonnages du delta du Rhône, mais je pense qu'on est à l'échelle des temps géologiques et pas à l'échelle des temps historiques. Donc là-dessus, je ne m'avancerai vraiment pas. Vous avez posé la question des communes protégeables. Je l'ai évoqué un tout petit peu dans ma première intervention. La question est toujours de savoir qu'est-ce qu'on veut protéger, quelle est la valeur qu'on veut protéger et quels sont les moyens, notamment les moyens financiers qu'on veut se donner pour se protéger. Si d'ici 2100, la mer monte de 60 à 100 cm, comme c'est envisagé dans le scénario tendanciel du GIEC, il est évident que tout ce qui est autour de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer et tout ce qui est autour de la zone urbanisée de la commune de Grau-du-Roi va se trouver en partie submergé, soit de façon permanente, soit en tout cas de façon fréquente. Et donc qu'il sera difficile de maintenir 2 îlots d'urbanisation, sauf à faire des très grosses dépenses de défense à la mer. Et je vous rappelle la loi du 16 septembre 1807, joliment écrite dans son article 33, qui n'a pas été abrogée, alors que tout le reste de la loi portait sur le dessèchement des marais et a donc été abrogée. Lorsqu'il s'agira de construire une digue à la mer ou au fleuve, la charge en sera supportée par les propriétaires des propriétés protégées, à due concurrence de la valeur des propriétés. C'est sûr que quand c'est les autres qui payent, on a beaucoup envie de se protéger. Quand c'est soi-même qui quand c'est nous-mêmes qui devons réfléchir à la valeur de notre bien et à combien nous sommes prêts à dépenser, d'un seul coup, l'équilibre de la réflexion microéconomique, science qui est malheureusement très mal enseignée en France, y compris dans l'enseignement secondaire où elle devrait être enseignée à tout le monde, cet équilibre microéconomique est fondamental en matière de prise de décision. On n'est pas dans la macro, on n'est pas dans les grands équilibres, on est dans l'analyse au cas par cas des projets. Donc oui, tout est protégeable, mais à quel prix et surtout quel prix sommes-nous à payer et prêts à payer et surtout avons-nous déjà en tête l'intention de faire payer la solidarité nationale, ce qui, je reprends les termes du rapport de 2019 sur le trait de côte, serait socialement profondément injuste. Voilà pour les questions que vous aviez posées en rafale, Madame. J'espère avoir répondu à tout ce sur quoi je suis capable de répondre. Les deux autres interlocuteurs le feront aussi. Je me permets de terminer avec endiguement du Rhône et diminution des alluvions. Les différents ouvrages qui se trouvent tout au long du Rhône ralentissent effectivement l'écoulement des alluvions, mais ne l'empêchent pas totalement. Et vous avez raison, à chaque fois qu'on procède à la mise au sec et à la purge des alluvions aux différents niveaux auxquels on stoppe le cours du Rhône
Rhône habituellement, les alluvions sont reprises. Mais on ralentit quand même ce flux des alluvions, et donc de ce fait, la Camargue est beaucoup moins rechargée qu'elle ne l'était à l'époque où le Rhône fonctionnait en situation d'écoulement libre. Il ne faut pas oublier non plus que les remarquables travaux qui ont été menés au XIXe siècle sur le reboisement et la restauration des terrains en montagne ont permis de ralentir considérablement les phénomènes érosifs dans le massif alpin et dans le massif central. Et donc, d'une manière générale, autant à une époque où on avait été un peu trop loin dans l'exploitation de la montagne, dans le fait de dénuder les sols et donc de favoriser l'érosion, autant grâce à toutes ces actions qui ont été menées et qui continuent à porter leurs fruits, parce que là, on a su mettre l'argent pour entretenir tous ces équipements de restauration des terrains en montagne, on a donc bien ralenti l'érosion de la montagne et donc de fait réduit aussi la charge alluvionnaire du Rhône. Et puis la toute dernière question, c'est la question de l'augmentation du niveau de la mer par rapport à l'enfoncement de la Camargue. Non, il n'y a pas d'études qui chiffrent d'une façon raisonnablement précise la contribution des deux phénomènes l'un par rapport à l'autre. Ce qui est certain, c'est que le biseau salé progresse déjà, le coin salé dans les deux bras du Rhône est déjà très loin puisqu'il s'approche de plus en plus dangereusement de la confluence, c'est-à-dire du nord d'Arles, et donc les deux bras du Rhône sont de plus en plus salés dans leur partie inférieure, et pour l'instant on arrive à prélever encore de l'eau douce dans le Rhône parce qu'on prélève au-dessus, mais on peut plus prélever au fond parce que l'eau y est déjà salée. Si la Camargue continue à s'enfoncer un tant soit peu, ce sera autant de centimètres de profondeur qui nous poseront des problèmes. Alors il y a eu une évocation des coûts de pompage électrique. Monsieur Crost n'était pas là quand je vous l'avais dit. Nous pensons, s'il y a un avenir à l'utilisation de l'eau douce du Rhône, nous pensons qu'elle doit passer impérativement par une modification des circuits gravitaires, parce que si on se met à dépenser des sommes folles en énergie à une époque où on sait que l'énergie va forcément continuer à augmenter et peut-être augmenter dramatiquement, c'est vraiment pas le moment de se mettre à se rendre dépendant de dispositifs énergétiques très coûteux. Donc il faut faire du gravitaire. C'est pour ça que je parlais de peut-être ouvrir des brèches dans les digues du Rhône ou y ouvrir au minimum des vannages qui soient actionnés pour permettre à l'eau, tant qu'elle est encore douce, dans les parties où on peut la prélever, de la prélever en temps utile. Voilà, pardonnez-moi la rafale de réponses. J'espère avoir abordé un certain nombre de choses, mais les deux autres interlocuteurs préciseront et apporteront sûrement des éléments très complémentaires. Bien, je pense que M. Sinotti a apporté de nombreuses réponses à vos questions, Madame. Je vais, pour y répondre simplement, et permettez-moi de le faire, décrire ma commune, le Grau-du-Roi-Port-Camargue. Donc, le Grau-du-Roi-Port-Camargue, c'est une ville où vivent 8500 résidents permanents. C'est une ville littorale balnéaire qui a une capacité d'accueil touristique de 150 000 lits. Elle est le fruit du développement, ça a été cité, de la mission Racine, notamment à travers la réalisation du plus grand port de plaisance d'Europe, Port Camargue. 5000 bateaux. 5000 bateaux et du plus grand port de pêche de Méditerranée française, avec la plus importante flottille chalutière de 18 bateaux sur ce territoire, au cœur de la Camargue gardoise. En vous disant cela, bien sûr, j'en rajoute sur la question de l'enjeu de la montée des eaux. Vous avez évoqué le ZAN, cher sénateur, de l'Aveyron, a été évoqué également, mais pas tout à fait, la question de la recomposition spatiale, du repli stratégique. Vous imaginez, parce que à travers ce que moi je vous raconte de cette petite commune du littoral méditerranéen, ce qu'il en est à l'échelle mondiale, n'est-ce pas? Donc voilà, nous sommes aujourd'hui dans cette situation et on nous demande à nous les maires de tracer des cartographies à 30 ans, 50 ans et 100 ans sur de bases de données. Et oui, il y a des études nombreuses qu'il faut compiler et des études nouvelles. J'ai quand même bien noté un caractère un peu incertain de l'étude du CEREMA qui nous a été proposée, qui, au Grau-du-Roi, donc, m'indique que 1650 appartements seraient rayés de la carte en 2100. D'accord ? Donc, on a bien sûr la volonté, et avec le président Moreau, avec lequel j'étais au Sable d'Olonne, pas plus tard que ce week-end, pour soutenir l'équipage du défi des ports de pêche du Grau-du-Roi qui, on s'excuse, a gagné l'épreuve. Eh bien, avec l'ANEL, bien sûr, nous sommes totalement mobilisés sur
sur cette question, mais lorsqu'on me demande à moi, Robert Cross, de tracer à 30 ans, 50 ans et 100 ans, je suis volontaire pour travailler là-dessus, accompagner, bien sûr, sur tous les points de vue, financiers, sur les textes de loi, sur les textes réglementaires, parce qu'on a le devoir aussi d'accompagner nos populations sur la conscience collective. Voilà. Et ça, c'est un point quand même qui est très important face à certains élus ou d'autres qui nous expliqueraient que nous racontons des histoires et qu'on ne risque rien et qu'on va nous défendre absolument. Voilà ce que je veux aussi rajouter. Merci. Bien, mais s'il n'y a plus de questions, moi je tiens franchement à remercier nos trois intervenants. Hein, c'était particulièrement intéressant. Je crois qu'on a devant nous un grand chantier. On avait d'ailleurs sur cette problématique de l'eau à travers Hervé Gillet et puis Rémi Pointreau anticipé, puisqu'il y a une mission de la commission sur effectivement la problématique liée à l'eau, qui est un sujet qui doit nous préoccuper énormément et sur lesquels on doit alerter nos populations, parce que c'est vrai que cette problématique, elle n'est peut-être pas vue par tout le monde comme elle devrait l'être aujourd'hui. Alors merci, hein, parce qu'on s'aperçoit que ces problématiques vont, si rien n'est fait, vont engendrer un déplacement de population. Et tout cela, déplacement de population et autres. Et je crois que la gestion de l'eau est fondamentale et vous pouvez compter sur l'expertise de notre commission pour essayer de travailler au mieux sur ce sujet important.